Quelles étaient les forces en présence pour ce grand combat électoral? L'unité populaire, qui rassemble presque toute la gauche et repose d'abord sur l'alliance des deux grands partis, socialistes et communistes. La démocratie chrétienne et Don Jorge Alessandri. Alessandri est un symbole. Ancien président, fils d'un père 2 fois président, il est le candidat des 2 plus anciens partis de la bourgeoisie, le Parti conservateur et le Parti libéral, regroupés de fraîche date dans le Parti national. Patron de droit divin dans le civil, il croit sincèrement que la justice n'a qu'un seul visage, le sien, et le désordre un seul nom, le communisme. Mais s'il agite ainsi les épouvantails favoris des droites au front en pente, Alessandri n'est guère plus aimable pour le président sortant, Eduardo Frei, patron de la démocratie chrétienne. Pourtant, en 1964, Frei était apparu comme l'homme providentiel. Sur un continent secoué par le défi cubain, il était urgent de présenter de nouvelles formules politiques. À une bourgeoisie tourmentée par l'idée de perdre ses privilèges, la démocratie chrétienne proposait la façon moderne de les conserver. La Maison-Blanche, un peu lasse des dictatures militaires et des vieilles oligarchies traditionnellement soutenues par les États-Unis en Amérique latine, voyait d'un très bon œil ce lifting historique. La fameuse alliance pour le progrès, déjà bien essoufflée dans les autres pays, allait trouver au Chili, enfin, sa vitrine. Le 4 septembre 1970, à Santiago et dans tout le Chili, on attend le résultat de l'élection. C'est l'unité populaire qui arrive en tête, 36,3%. 34,9% pour Alessandri, 27,8% pour la démocratie chrétienne de Tomic. C'est la majorité relative et dans ce cas, la Constitution rend nécessaire une ratification par le Congrès. Le 24 octobre, Salvador Allende est proclamé président de la République par 153 voix contre 35 pour Alessandri et 7 votes blancs. La démocratie chrétienne a joué le jeu. A partir del resultado de la elección, vale decir después del 4 de septiembre, los problemas económicos se han agudizado. La derecha desesperada ha tratado de crear un clima de caos. Pour organiser le chaos économique, rien de mieux qu'un ministre des Finances. Celui de Frei, Andrés Saldívar, prononce le 23 septembre sur toutes les chaînes de radio et de télévision un discours délibérément alarmiste. Auparavant, l'économie était saine, dit-il, elle est maintenant la proie du chaos. Entre septembre et octobre, la Banque centrale vend 31 millions de dollars, autant qu'en toute l'année 69, à des Chiliens qui quittent leur pays. La gente explotadora que ha tenido durante años en la mesía de nuestro pueblo chileno. Hoy día que recién hemos liberado de la explotación yanqui, aquí hay gente como esta que está aquí, vendida por el imperialismo, pero que quitar el pueblo realmente, organizado por el pueblo chileno. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait. Parallèlement au sabotage économique, on voit apparaître l'assassinat politique. La victime est le général Schneider, commandant en chef de l'armée, qui pendant toute la campagne avait proclamé le nécessaire loyalisme des militaires envers le président élu par le peuple. 2 jours avant la confirmation d'Allende par le Congrès, un commando tente d'enlever Schneider. Il se défend.
on le tue. Comme il arrive quelquefois, ce crime provoque l'inverse de ce qu'espéraient ses auteurs. Les efforts de Frey et de la droite de la démocratie chrétienne pour empêcher la tendance thomique de voter pour Allende au Congrès sont annulés par cette meurtrière tentative de chantage. Le général Prats, qui succède à Schneider, affirme le même loyalisme. En effet, la CIA a considéré que c'était à elle de manipuler ITT et non l'inverse. Quoi qu'il en soit, ces étranges fabricants de téléphones allaient jouer un rôle actif dans l'orchestration des complots contre Allende. Le journal Mercurio, dit cette lettre personnelle et confidentielle d'ITT, est un autre facteur clé de la campagne. C'est la dernière voix carrément anticommuniste du Chili et il faut l'aider par tous les moyens jusqu'au 24 octobre. Le Mercurio, le plus grand quotidien du Chili, le porte-voix de la bourgeoisie, le pilier d'une propagande alarmiste qui devait trouver sa récompense. Nous recommandons, dit la lettre ITT, d'intensifier notre publicité et celle des autres firmes américaines dans le Mercurio. Également d'utiliser nos contacts dans la grande presse européenne pour répandre l'image du désastre qui s'abattrait sur le Chili si Allende gagnait. Et voilà justement ce que disait la grande presse européenne à cette époque. Porque no se trata de una agresión abierta, que haya sido declarada sin embozo ante la faz del mundo. Es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra. Somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política. I was implying that what we were doing, what the boys were doing in Chile, met with the approval of the CIA. How did you know that? Because he said so. Who did? Mr. Brough. To you? Yes, he said it. He approved of what they were doing. Did you consider yourself acting as an agent of the CIA in any respect, at any stage along the line, or were you just implying that what you were doing was not objected to by them? But are you trying to tell us that you acted as an agent of the CIA? Oh, no, Senator Percy. So that what you were doing was keeping them informed and they raised no objection, but did they specifically encourage you to go ahead and take action along these lines? No, only to the extent of his statement of saying keep the pressure on. But what does keep the pressure on back in the United States? As I recall the luncheon, I told him in passing that we had made contacts with Mr. Kissinger's office and the White House, and that we were trying to tell them that if and when Allende was elected, which he was going to be, everybody knew, we would probably lose our properties worth $150 million. And that is the whole purpose of anything that we in the Washington office did, was try to protect our investment. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Dès l'arrivée de l'unité populaire au pouvoir, un premier front s'ouvre, celui de l'agriculture. La reforma agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo es posible esto? Y además, el 47% de la población está subalimentada. Or, la réforme agraire était déjà faite, ou plus exactement votée. Lorsque 2% de la population possède 80% des terres, il est difficile de parler de réforme sans commencer par là. Frey avait annoncé qu'il distribuerait 100 000 titres de propriété grâce à une loi d'expropriation des domaines trop vastes ou trop mal gérés.
En fait, le nombre des paysans sans terre était de 300 000. Mais à la fin de son mandat, le gouvernement Frey n'en avait pourvu que 25 000, le quart de ce qu'il avait promis. D'après la loi, toutes les propriétés qui sont de plus de 80 hectares irriguées de la vallée centrale ou l'équivalent en terre d'autres surfaces ou d'autres qualités sont expropriables par dimension. Et en même temps, on peut exproprier n'importe quelle propriété qui soit mal travaillée ou abandonnée. Ce sont les deux principales raisons d'expropriation. Tout en restant dans le cadre de cette loi promulguée par la démocratie chrétienne, l'unité populaire exproprie en 3 mois 1200 domaines ou fundos. En 5 ans, Frey en avait exproprié 1300. Mais le gouvernement se rend compte que le mouvement paysan est en train de faire éclater le cadre de la loi. No es color político ni tampoco cosa religiosa. Oui, le compagnon nous explique qu'on a pris ce fundo pas par des raisons politiques, mais ils l'ont pris à cause de la pauvreté, à cause de la faim. C'est parce qu'ils voient que leurs enfants n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors c'est pour ça qu'ils ont pris ce fundo. Cette radicalisation spontanée de la base, le mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, travaille à lui donner des prolongements politiques. Le MIR ne fait pas partie de l'unité populaire. Il lui apporte un soutien critique. Son aile paysanne, le MCR, mène des actions jugées parfois excessives, imprime des tracts. Si on payait la terre, alors il faudrait aussi payer le droit à l'air. Mais l'étiquette d'agitateur n'est pas plus applicable aux révolutionnaires de 71 qu'aux syndicalistes de 36. La racine des actions paysannes, c'est la conscience paysanne elle-même. En leur âge, les gros propriétaires n'hésitent pas. Du moment que leurs intérêts sont menacés, que le pays crève. Ils font passer leur bétail en Argentine et commencent un véritable sabotage de la production agricole. Ne pas semer, convertir les champs de blé en forêts de sapins deviennent les consignes. Également, retirer les machines et au besoin, les détruire. ¿Por qué lleva usted su máquina? ¿Qué va a hacer con ella? La maquinaria hay que retirarla toda porque si no, al hacerse cargo, o sea, al cerrar el paso los mapuches, no se pueden sacar más maquinaria ni cosas parecidas. ¿Usted piensa que esta situación va a mejorar? Transitoriamente puede agravarse más y, en definitiva, yo creo que va a tomar esto un carácter de generalizado a un socialismo. Una vez más debo recordarles que el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el sueldo de Chile está en las manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. Si la nationalisation du cuivre est la mesure la plus populaire, la nationalisation des banques n'est pas moins importante. En expropriant les banques étrangères, en rachetant les actions des banques chiliennes, le gouvernement entend mettre fin à la concentration des mécanismes de crédit et supprimer les bases monopolistes qui étaient une des caractéristiques de l'économie chilienne dans le secteur bancaire comme dans le secteur industriel. Sur 35 000 entreprises de toute taille existantes au Chili, 144 contrôlait la totalité des secteurs de l'industrie. En projetant d'en nationaliser 91, l'unité populaire visait à planifier la production en fonction des besoins de la population et non du profit de quelques gros monstres comme Yarur, où un style baroque de pouvoir revêtait une situation très classique de monopole du textile. L'industrie du cuivre offrait à l'opposition un excellent terrain de manœuvre. Elle y avait des alliés naturels, les agents techniques qui, dès mai 71, s'étaient mis en grève.
Payés en dollars, jouissant d'un niveau de vie presque comparable à celui des cadres supérieurs, généralement américains, ces super contremaîtres étaient les seuls Chiliens concrètement lésés par la nationalisation. Les ouvriers n'étaient pas non plus un bastion sans faille. Très favorisés sur le plan du salaire, leur esprit de revendication procédait beaucoup plus de la défense de leurs avantages que de la solidarité de classe. Si hay huelga en el cobre, en el acero o en el carbón, las consecuencias para el país son muy fuertes. Lo mismo que hay en ferrocarriles. Entonces ahí se necesita la conciencia de los trabajadores. Para decirles que ellos no pueden, porque son trabajadores que pueden presionar fuertemente, no pueden hacerlo contra el gobierno, porque este es su gobierno. Ellos son gobierno. De allí que nosotros no aceptemos que haya trabajadores privilegiados, que haya, como lo digo, aristocracia obrera en el sentido de la remuneración o del trato. Tout commence par une grève des transports, ce qui au Chili n'est pas rien. Géographiquement, le Chili est une route nationale de 4000 km d'où l'on voit la montagne à droite et la mer à gauche. Paralyser les transports routiers et les transports en commun, c'est couper les lignes de ravitaillement, désorganiser les industries, bloquer les approvisionnements, détraquer la vie quotidienne. L'ingéniosité populaire et l'initiative individuelle répondent comme elles peuvent, mais il est certain que le premier champ de bataille a été judicieusement choisi. Qui sont ces camionneurs grévistes? Des travailleurs en colère, pas exactement. La Confédération nationale des propriétaires de camions regroupe sous la même étiquette ceux qui possèdent un camion et ceux qui en possèdent une flottille. La plupart des membres de sa direction sont des propriétaires fonciers expropriés qui ont réinvesti dans ce secteur clé l'argent de leurs indemnités. Le Grêmio des camionneurs est très bien vu à l'Institut de syndicalisme libre qui a formé une bonne partie de ses cadres. Et son président, Léon Villarin, n'est pas inconnu de ceux qui ont suivi le procès de Jimmy Hoffa, le fameux gangster syndicaliste des États-Unis, où les camionneurs ont aussi leur mafia. Quelques camionneurs fidèles à l'unité populaire tentent d'assurer un minimum de transport. Alors, la guérilla commence. Les Miguelitos, petites araignées de fer, sont l'arme favorite des saboteurs. On en ramasse sur toutes les routes. L'opposition a lancé le mot d'ordre de lutte par tous les moyens, peu importe si en crevant les pneus des camions on s'attaque aux voitures particulières ou aux ambulances. C'est du mini-terrorisme, mais c'est déjà du terrorisme. Le temps n'est plus aux disputes sur la légalité, le gouvernement est l'ennemi à abattre. Au même moment, les cargaisons de cuivre embarquées à Valparaiso, à destination de l'Europe, font l'objet d'une demande de saisie de la part de la Kennecott, qui s'estime volée par la nationalisation. En fait, Allende a mis en regard les bénéfices excessifs de la société et le chiffre de son indemnisation. C'était encore elle qui devait de l'argent au Chili. Il se trouvera un tribunal français pour prononcer l'embargo provisoire. Finalement, le cuivre sera livré, mais c'est quand même une curieuse coïncidence. Autre coïncidence, la présence de la flotte américaine. Comme tous les ans, elle effectue en jonction avec la marine chilienne l'opération UNITAS. Les mauvais esprits pensent qu'il n'est pas impossible que la droite ait choisi pour se manifester l'époque où elle disposerait de ce parapluie étoilé. Le mouvement pensait que le temps travaillait pour lui. La paralysie du pays dresserait le peuple contre le gouvernement impuissant capitulerait devant l'opposition, le schéma était simple. La réalité est plus subtile. La droite avait cru mettre l'unité populaire dans une situation impossible. Elle l'a mise dans une situation difficile. Et de cette difficulté même va naître la contre-attaque. Ce sont d'abord les ouvriers des organismes de distribution nationalisés qui effectuent des ventes directes en court-circuitant les commerçants en grève. C'est aussi la saisie des stocks qui fait apparaître dans les quartiers populaires des produits qu'on ne trouvait plus qu'au marché noir. Quelles que fussent les difficultés économiques de l'unité populaire, une classe d'accapareurs et de spéculateurs avait décidé d'avance de détourner à son profit les produits de consommation. C'est contre eux qu'avaient été créés les RAPS,
Dénoncés par la droite comme discriminatoires et sectaires, c'étaient des organes de planification locale qui collaboraient avec la distribution d'État pour ravitailler les quartiers. 310 paquetes de té, alimento para niños 53 cajas, todo comido por ratones. Dès le début de la grève, les RAPS deviennent des points de ralliement. Une idée s'y concrétise, la population est capable de prendre en charge certaines tâches qui la concernent directement. Cette idée avait pris forme depuis longtemps chez les pobladores, les sans-logis campés autour des villes. Chez les étudiants et lycéens de gauche, la défense de l'unité populaire prend la forme du travail volontaire. Une partie des facultés et des écoles se mobilise pour assurer des tâches de répartition. La participation proportionnellement la plus massive est celle de l'université technique qui, un an plus tard, sera un des bastions de la résistance au coup d'État. Le bombardement y fera plusieurs centaines de morts. Con las banderas en alto va toda la estudiantina, son químicos y doctores. À Santiago, les étudiants de droite réoccupent les bâtiments universitaires. À ce détail près que la grève qu'ils soutiennent est faite par des patrons et pas par des ouvriers, l'illusion est presque complète. Et la jeune bourgeoisie chilienne s'offre le luxe d'un mai 68 à front renversé. Para tener reuniones con los compañeros cuando se quitaron los fondos, ¿ah? Y estoy dispuesto a que se quite todo. Nosotros, todos los compañeros campesinos, no los oponemos, estamos dispuestos. Si hay que quitar 100 fondos más, los quitamos para el gobierno, para que, o sea, para los chilenos, no para el gobierno, para los chilenos, los trabajadores. Nosotros ya hemos tomado esta determinación de tomar los predios y las empresas, jamás nunca volverán nuevamente a sus propietarios. La defenderemos hasta la muerte, porque nosotros ya no queremos que un grupo nomás en nuestra patria sea privilegiado. Si nuestra tierra los vio nacer a los chilenos, de que no sea el privilegio para algunos nomás. Occupation de terre à la campagne, occupation d'usines à la ville, ce sont deux formes de la réponse d'octobre. Elles prouvent que l'offensive de la droite n'a fait que fouetter le tonus révolutionnaire d'une partie du prolétariat. Inmediatamente, cuando supimos que estos señores transportistas se habían votado en huelga, pensamos que inmediatamente una maniobra en contra del gobierno. Entonces, de inmediato nos reunimos y tomamos las precauciones del caso, debido a que nosotros somos del área social y teníamos que cuidar la empresa. Aquí, compañeros, tenemos un comité de vigilancia para resguardar sábado y domingo, todos los días festivos, la industria. En ningún momento la industria queda sola. No, o sea, el comité de vigilancia estuve, pero no participé en ello. Participé en otras medidas de seguridad y de partido, vigilancia en industria, poblaciones, servicentros y camiones también. La forme la plus originale de la mobilisation ouvrière est la création des cordons. Ce sont des regroupements de travailleurs d'une même zone industrielle. Parallèlement au maintien de la production dans les entreprises, où beaucoup d'ouvriers découvriront leurs propres compétences, les cordons réalisent une organisation de classe d'un type absolument nouveau qui n'épouse les contours d'aucune formation politique ou sociale. On y trouve des travailleurs syndiqués et non syndiqués, des membres des RAPS et des centres de maires, des employés et des marginaux, des militants du PC et du MIR, et même de la démocratie chrétienne.
de la situación nuestra es que nosotros aquí estamos trabajando a conciencia. Todos los compañeros trabajamos a conciencia, pero hay gente que no quiere que este proceso salga adelante. Dentro de nuestros propios compañeros que no quiere que el proceso camine. Los que siempre fueron contrarios a nosotros ahora están sobre el codrín. Aparece como defensor de los trabajadores. ¿Qué es lo que es un comité gremialista dentro interno de industria para atajar todo lo que nosotros queríamos hacer. Si hay un parlamento de participación no se ha aprobado es por culpa de ellos mismos. Ellos reclaman participación y cuando hay que hacerlo ellos echan para atrás, esto, discuten y tratan de atacar. La burguesía fue el que mantuvo en la ignorancia a todos los trabajadores. Y eso está claro. ¿Por qué los trabajadores no andan, muchos trabajadores no tienen idea de lo que es política? Se dicen apolíticos, pero no saben que todo es política, que hay que definirse. Y los trabajadores, para organizarse, se tuvieron que unir. ¿Y en base a qué se unieron? Empleando, justamente, las organizaciones han funcionado en base a los partidos políticos. Y los partidos que están en este momento con la Unidad Popular son los que han estado siempre con los trabajadores. No esos partidos en la oposición donde han usado a los trabajadores, como tenemos el caso de la democracia cristiana. Crearon ese paternalismo para usar a los trabajadores. ¿Usted qué opina de lo que acaba de decir el compañero? Estaría de acuerdo en este caso con el compañero. ¿Es político o apolítico? Apolítico, no me meto, yo no voy para ningún lado ya. No. Están siendo utilizados para ir en contra del proceso. Están trabajando, lo están engañando para estar en contra del proceso. Ahora la gente abrió los ojos y se da cuenta que no son los de antes, que antes lo hacían leso, los engañaban como querían. Pour diffuser une image exacte de leur lutte, les cordons publient leurs propres journaux, alimentés en grande partie par les rapports des correspondants ouvriers et paysans. Ils sont les véritables héritiers de ceux que Réka Barren imprimait sur sa presse à main au début du siècle, quand le mouvement ouvrier commençait de s'organiser. Ils informent, ils caricaturent, ils transmettent des consignes. Et le thème du pouvoir populaire grandit à mesure que les travailleurs, en accumulant les expériences, se rendent mieux compte de leurs forces. Est-ce que les services secrets américains ne seraient pas tentés à encourager certains éléments des forces armées chiliennes à fomenter un coup d'État contre le gouvernement de M. Allende, qu'ils peuvent juger comme hostile, si vous voulez, aux intérêts américains? Non, monsieur, les services secrets d'intelligence des États-Unis n'ont pas accès à des forces armées. En conséquence, c'est impossible de stimuler un coup d'État de part de l'armée. Donc, vis-à-vis du gouvernement de M. Allende, vous continuez votre travail de la même manière qu'auparavant? Oui, de la même manière, naturellement. Le général Canales quittera l'armée en septembre 1972 après sa participation à un complot d'officiers prévu pour appuyer la grève d'octobre. L'attitude des forces armées par rapport au gouvernement de la unité populaire, c'est la même que nous avons eue pendant toute l'histoire de Chili. Les forces armées chiliennes sont essentiellement apolitiques. C'est ça notre tradition historique et notre tradition militaire. Nous sommes apolitiques, les forces armées sont constitutionnalistes et légalistes. Sont forces armées essentiellement professionnelles. La neutralité politique des forces armées chiliennes est le mythe le plus assidûment entretenu par elles-mêmes. Pourtant, si des réformateurs et même des révolutionnaires sont sortis de leur rang, ce qu'on voit dans l'histoire du Chili ne les distingue guère de ce qu'elles sont dans le reste de l'Amérique latine. Une force répressive au service de l'État qui se retourne parfois contre l'État quand ses intérêts de caste sont menacés, mais qui sévit contre le mouvement populaire chaque fois qu'il met en danger le pouvoir de la bourgeoisie. Les relations entre l'armée chilienne et les États-Unis prennent d'abord la forme des traités de défense de l'hémisphère américain contre une menace militaire étrangère que le pacte d'aide mutuelle de 1952 nomme sans vaine précaution oratoire. Il s'agit de l'Union soviétique et du camp socialiste. C'est sous le signe de la guerre froide que s'établissent les pactes d'assistance technique encore en vigueur aujourd'hui. La doctrine Kennedy introduit le concept d'ennemi intérieur. À Panama, l'école de l'armée des Caraïbes devient l'école des Amériques. C'est là qu'apparaissent dans la pratique les notions de contre-insurrection, de subversion. C'est de là qu'est préparée et dirigée la lutte contre les guérillas. Cet entraînement, en principe, était une aide technique à des nations souveraines, mais dès son discours inaugural, Kennedy avait clairement précisé qui était le patron.
En nommant des officiers supérieurs à des postes de responsabilité, comme le général Bachelet qui coordonne le fonctionnement des RAPS pendant la crise d'octobre, ou le général Palacios qui en avril 72 dirige le ministère des Mines, l'unité populaire essaie d'intégrer les forces armées au développement du pays. En même temps, elle répond à leurs revendications économiques. Mais les sous-officiers et les soldats n'ont toujours pas le droit de vote. Le groupe mobile aboré est dissous, mais les carabiniers et corps de gendarmerie jouent toujours le rôle de force de l'ordre, et la définition de l'ordre suppose une définition du pouvoir. Les élections législatives de mars 73 étaient attendues depuis le début de l'unité populaire comme un moment de vérité. Après l'échec de l'offensive d'octobre, une partie de la droite y a reporté ses espérances. Elle compte sur l'aggravation de la situation économique pour éroder les positions de la gauche dans les secteurs populaires. Si l'opposition parvient à remporter les 2/3 du Parlement, une procédure légale de destitution d'Allende peut être mise en route. C'est dans ce sens que le Parti national mène sa campagne. Pas seulement un nouveau congrès, un nouveau président. Le coût de la vie a monté en 100%. C'est la chiffre officielle du gouvernement, pas la chiffre de l'opposition. Et tout le monde est d'accord au Chili que dans cette année, l'inflation arrivera plus ou moins à 150%. Nous ne payons pas notre dette et toute c'est une crise très profonde. Je crois que la solution, c'est le jugement du peuple. J'ai proposé que les élections de mars tiennent le caractère de plébiscite et que tout le monde, démocratiquement, librement, accepte les conclusions de ce plébiscite. Si le peuple dit que tout va mal, il faut que le gouvernement change d'orientation, de politique, de structure. Cette relation ambiguë serait de la part de Frey un élément de chantage permanent, et pour la gauche une contradiction de plus. À l'époque des élections, certains secteurs du gouvernement, partisans du dialogue, étudient un projet de restitution d'usines saisies en octobre que certains travailleurs démocrates chrétiens repoussent avec autant de violence que ceux de l'unité populaire. Toujours le cercle vicieux de l'avance et de la consolidation. Le peuple avait tranché en octobre, il se prononce clairement en mars. 43,4% des voix, plus qu'aux dernières législatives, plus qu'à l'élection présidentielle, plus que Frey au milieu de sa présidence. C'est indiscutablement une grande victoire que la droite ne contestera que longtemps après et sans beaucoup de conviction. Mais déjà, certains se demandent si le destin de l'unité populaire n'est pas de toujours voir ses adversaires tirer plus vite les leçons de leur défaite qu'elles-mêmes de ses victoires. La folie s'installe. La droite, qui a ses bons ouvriers, a son mauvais général. La loyauté de Prats envers le gouvernement en fait l'homme à abattre pour les plus excités. Le 27 juin, sa voiture est arrêtée, encerclée. Il doit tirer en l'air pour se dégager. La police arrête une femme de la haute bourgeoisie qui l'avait insulté. Rappelez-vous, vous avez vu ces images à la télévision fin juin 73. Vous vous êtes demandé ce qui se passait au Chili, pourquoi ces gens couraient, pourquoi ces soldats. Rappelez-vous, le commentateur de la télé disait « L'officier d'abord fait feu sur lui. Puis un soldat. Celui-là va le tuer. » Il a fallu 5 secondes au caméraman pour tomber. Non, ce n'était pas le coup d'État, seulement sa répétition. Presidente, en estos instantes con Portales. Adelante usted, el pueblo lo escucha. Pueblo de Santiago. Hace un momento me dirigí a ustedes y al pueblo de Chile señalando la actitud sediciosa de un sector restringido del ejército. El general Prat está en su sitio, que corresponde. Y las fuerzas reales saldrán a actuar.
en la calle, que no haya ninguna provocación por parte del pueblo. El pueblo debe tener confianza en que las fuerzas reales pueden reprimir eso. Le détachement blindé qui avait attaqué le palais de la Moneda est neutralisé en quelques heures. Il semble que d'autres putschistes qui devaient soutenir l'action se sont abstenus. Prats a désarmé lui-même les insurgés. On en conclut un peu vite que l'armée dans son ensemble reste aux côtés du peuple. Mais surtout, le putsch raté révèle brutalement à quel degré de violence l'opposition est capable de recourir. Le soir, la foule qui applaudit Allende réclame la dissolution du Parlement. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa, óiganlo bien, lo cual no significa ni significará tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas, camaradas. Les dirigeants de Patrie et Liberté, responsables politiques du coup manqué, se réfugient à l'ambassade d'Équateur. Ils y resteront 10 jours, quitteront le Chili et reviendront début septembre. Cette fois, la question du pouvoir populaire est posée au grand jour. Les cordons industriels sont pendant cette période la source continuelle d'initiatives et de discussions. Par la force des choses, ils tendent à devenir des organes de démocratie directe. El cordón hace un llamado a los trabajadores, estudiantes y pobladores, a todo el pueblo organizado, a permanecer unido y alerta para movilizarse en defensa del gobierno popular. Es imprescindible, ahora sin esperar un minuto más, robustecer los cordones industriales, comandos comunales, fortalecer la JAP, comandos campesinos, Federación de la CUT, Federación Estudiantiles, todo organismo de masa de poder popular, promover reuniones sindicales, elegir comités de vigilancia y seguridad en cada industria. En un mois et demi, 250 attentats ont lieu contre les voies de communication qui font 7 morts et des dizaines de blessés. Un tract de Patrie et Liberté appelle à la résistance ouverte au-dessus de tout intérêt d'ordre personnel. Les partisans de la droite sont incités à saboter autant qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent, particulièrement les biens de l'État. Les voies ferrées sont une cible désignée, ainsi que le gazoduc qui relie les raffineries du Sud aux provinces centrales. Le 13 août, au moment où Allende prononce à la télévision un discours dénonçant cette vague terroriste et annonçant que des mesures vont être prises, l'émission s'interrompt brusquement, un pylône vient de sauter. Depuis le 27 juillet, les camionneurs se sont remis en grève. Cette fois, ils vont parquer leurs camions par centaines dans les grandes propriétés. Pour parer à la réquisition, ils sabotent eux-mêmes leurs véhicules en crevant les pneus, en ôtant des pièces. Le sabotage devient la forme de solidarité de toutes les organisations professionnelles. Une frénésie de destruction les propulse, depuis le médecin qui casse ses ampoules jusqu'au tractoriste qui casse son tracteur. Réduit aux seules armes constitutionnelles, le gouvernement est un bélier qui s'oppose à une pieuvre. Le sous-secrétaire au transport, Jaime Faivovic, entreprend lui-même de faire exécuter les réquisitions en forçant des barrages de camionneurs avec l'aide de l'armée. Mais une manœuvre est en marche pour le priver aussi de cette arme-là. La démocratie chrétienne met le gouvernement en accusation devant le Parlement et fait voter le 22 août une déclaration d'illégalité. Frey croyait ainsi préparer pour fin septembre son coup d'État constitutionnel. En réalité, cet arroseur arrosé vient d'offrir au coup d'État militaire la légitimité qui lui manquait encore. Señor presidente. Señor, dele permiso a la Cámara, por favor. Primero la dama, después usted. Gracias, compañero. No, la dama.
Señores de campo, por favor. Gracias. Señor, por favor, señor, mucha la buena mano. Bueno, ¿qué pasa? Hola, hombre, otra vez. Bien, aprobado Le 9 août, Allende annonce la formation d'un nouveau gouvernement qu'il définit lui-même comme celui de la dernière chance. 4 militaires en font partie cette fois, dont le général Ruiz Daño, qui le quittera spectaculairement au bout de 8 jours. De plus en plus, il apparaît que le véritable pilier de l'alliance avec l'armée est le général Prats. La campagne contre lui devient extravagante. Des femmes d'officiers manifestent sous ses fenêtres. Le 21 août, la majorité du corps des généraux lui demande sa démission. Prats quitte son ministère et son poste de commandant en chef, où il est remplacé par un autre général que tous les livres sur le Chili écrits avant le 11 septembre 1973 classent parmi les officiers fidèles au gouvernement, Augusto Pinochet. Santiago, 24 de agosto de 1973. Orden de comando. Considerando A. Lo dispuesto en la orden comando número 6070, raya 365, raya 60. Prats sera assassiné le 30 septembre 1974 en Argentine, au moment où il rédigeait ses mémoires sur l'histoire de cette période. À Valparaiso, la marine est déjà pratiquement en rébellion. Retranchée dans ses bases, elle se livre à une épuration sauvage. Plusieurs centaines de marins et d'officiers mariniers de gauche sont arrêtés et torturés. À la dénonciation de ces actions exorbitantes, la justice navale répond en ouvrant elle-même un procès contre les secrétaires généraux du Parti socialiste, du MAPU et du MIR. Chacun sent que le temps s'accélère. Le 4 septembre, des manifestations ont lieu dans tout le Chili pour l'anniversaire de l'élection d'Allende. 1 million de partisans de l'unité populaire défilent à Santiago. C'est la plus forte démonstration de masse jamais connue au Chili. Creo que tendrá que ir consolidándose la unidad, tendrá que ir profundizándose la conciencia revolucionaria del pueblo, tendrán que ir creándose los organismos, no diré de poder paralelo, sino de poder popular, para coadyuvar al poder central, al gobierno. Creo que cada vez se van a incorporar más y más miles de chilenos a la toma de conciencia de lo que significa el proceso revolucionario. Depuis plusieurs jours, un registre est ouvert devant l'université catholique. Chacun est invité à signer pour obtenir la démission d'Allende. Depuis la proclamation d'illégalité combinée par Frei au Parlement, la droite vit un délire institutionnel. Il a dit qu'il démissionnerait si le peuple lui demandait. Nous sommes le peuple, nous lui demandons. Une fois de plus, les femmes sont à l'avant-garde. Le 5, au lendemain de la grande démonstration de l'unité populaire, elles manifestent au centre de Santiago. L'orateur principal est une femme de camionneur. Le 10 septembre au soir, la flotte quitte ostensiblement la rade de Valparaiso pour rejoindre en manœuvre la marine américaine. C'est l'époque de l'opération Unitas. Mais à l'aube du 11 septembre, elle est revenue au port. À 7 heures du matin, la radio annonce que la marine occupe Valparaiso et qu'un soulèvement militaire est en marche.
midi, l'aviation bombarde la Moneda. Allende commande lui-même la défense du palais présidentiel. Il se battra jusqu'au bout, casque sur la tête et mitraillette au poing, et le plus tenace défenseur de la voie pacifique sera le premier mort de la lutte armée. Y se diga muy claramente y se puntualice en repetidas oportunidades ante por la radioemisora que por cada miembro de las Fuerzas Armadas que sean víctimas de atentados, a cualquier hora y en cualquier oportunidad, se fusilará de inmediato a 5 de los prisioneros marxistas de poder de las Fuerzas Armadas. Cambio. Repita la última parte, se fusilará a 5. Le reste, vous connaissez. Les prisonniers, le stade, les fusillades, les milliers de morts, les corps repêchés dans le fleuve, les tortures, les camps de concentration et la vengeance versaillaise contre tous les foyers du pouvoir populaire, les usines, les cordons, les poblaciones. No me obligue a pegarnos un medio, ¿ya? Gracias. Para la espaldita, eso es. Ahí. Ahí. Ya, arriba acá. Ya listo, permiso. Ahí. Vamos. Sí, no avisamos. Marxismo en Chile, no. Y se lo dijimos al presidente de la República, a los ministros, etcétera. Marxismo, no. Por ningún motivo. Porque el ser humano, como decía en días pasados, no es materia solamente, es materia de espíritu. Y el marxismo, en la más pura acepción de la conducción política marxista, el ser humano pasa a ser materia del Estado, que trabaja para el Estado. Y el espíritu de ese ser humano no vale nada, o tiene muy poco valer. No es considerado. Y eso no lo aceptamos. La condición básica es desenvenenar al país. El país ha sido, digamos, intoxicado de política, de marxismo, de todo tipo de ideas. El país tiene que políticamente liberarse. Dire que la stratégie de la droite a été la seule raison de la chute d'Allende serait un argument étrange. Il reviendrait à dire que l'ennemi était invincible. Et ceux qui ne tolèrent aucune critique de l'unité populaire ne se rendent peut-être pas toujours compte de cette face obscure de leur fidélité. Mais deux choses demeurent. L'une, que dès l'origine, un plan inspiré par les États-Unis, organisé par la droite chilienne, réalisé par la mobilisation de la petite bourgeoisie, s'était donné pour but la destruction par tous les moyens de la tentative socialiste. L'autre, que cette tentative a exposé le peuple chilien à une irradiation politique que la monstrueuse dictature des généraux n'effacera pas facilement de sa conscience. Les grands vainqueurs, les seuls vainqueurs, ce ne sont pas les grémios de la petite bourgeoisie. Ce n'est pas la démocratie chrétienne dont les éléments les plus honnêtes se détournent d'un régime de tortionnaires. C'est avec la caste militaire, l'aristocratie de l'argent, la droite la plus classique. Quitter la classe dirigeante chilienne sur un cocktail, ce n'est pas sacrifier à l'imagerie des méchants capitalistes trinquant par-dessus les ouvriers massacrés, bien que ce soit exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais en dernière analyse, toute la motivation politique de cette classe est là.
Exercer le pouvoir, pour eux, c'est vivre comme les plus privilégiés des Européens, des Nord-Américains. Hay una lucha en el sentido de que todos tienen los mismos derechos. Aquí no hay ni nobleza ni plebeyo, aquí son todos demócratas y son todos iguales. Esa lucha de clase no existe. Esa lucha de clase no existe. Esa lucha de clase no existe.